Cerno. Épisode 163. Allô ? Deuxième partie. Où est le normal et où est le pathologique, quoi. Il y a vraiment, je pense, une majorité d'hommes qui ont commis des violences. Et ça, je pense que ce qui est difficile, c'est de s'en rendre compte et de se dire, bah oui, faut faire avec, en fait. Une majorité d'hommes. Oui, moi je considère que c'est une majorité d'hommes. Ouais. Et en fait, tu t'en entends quand tu lis, tu vois un peu des témoignages de ce qui se passait dans des familles. Il y a beaucoup de familles où il y a eu des violences physiques, des violences sexuelles, etc., etc. Sauf que c'est caché. Donc en fait, tu découvres ça des fois 2 générations après. Et donc je pense que c'est une lecture du monde, enfin de séparer en fait les psychopathes et les normaux, on va dire. C'est une lecture du monde social qui oublie quand même qu'il y a plein de degrés en fait d'hommes qui ont commis des violences, de femmes aussi, parce qu'on voit aussi que dans la question des infanticides et tout ça, il y a aussi des femmes qui sont représentées. Pour moi, c'est trop facile en fait ça, de dire c'est eux, c'est pas nous. Je pense qu'il faut être pragmatique et voir en fait que la violence est structurelle. Elle est représentée dans toutes les classes de la société. Elle a été notamment légale, par le droit de correction maritale, par la puissance, le chef de famille sous Vichy, enfin voilà. Donc il y a une imprégnation qui fait qu'elle est présente, elle est réelle. Il faut réfléchir tous ces faits de violence en se disant, il y a peut-être des degrés, on n'a pas tous tué 10 personnes, on n'a pas tous assassiné, mais sur la question du viol, je pense qu'on se leurre un peu sur la réalité des chiffres et tout ça. Et probablement parce qu'il y a aussi beaucoup de viols qui sont pas, qui arrivent pas, il y a des plaintes, mais il n'y a pas de procès, il n'y a pas de réparation, il n'y a pas de reconnaissance symbolique de la véracité de ce viol. Ce qui m'a surpris quand maître Florence Rowe me disait justement que le tueur était un psychopathe, c'est son insistance. C'est le fait qu'elle appuie sur ce mot psychopathe. Pourquoi, à ton avis, elle marquait cette affirmation ? Elle a une mission, Madame Rowe, elle a une mission de défendre une victime. Généralement, quand on défend une victime, on est quand même du côté, on va dire, du bien. C'est rassurant de se dire qu'on est du côté du bien, et du coup, c'est très rassurant aussi d'éloigner ce qui peut paraître les maux de cette société. Et voilà, et donc je pense que c'est confortable de pouvoir se dire... je ne suis pas et je ne veux pas être cette personne, je suis différent d'elle. Je ne suis pas un psychopathe, je ne suis pas une psychopathe. Ça permet de se rassurer, Donc c'est une manière assez binaire de voir le monde. Les méchants et les gentils, c'est une approche qui peut se justifier dans son rôle à elle, puisque son rôle c'est de défendre la victime. Et d'être très nette et très ferme et très acharnée. Elle l'est, on voit bien, 25 ans, c'est quand même pas rien pour porter des dossiers. Et elle arrive quand même avec des victoires, parce que là, en tapant simplement Sophie Narme sur Google, tu te rends compte à quel point il y a des articles qui ressortent, donc c'est que finalement son travail paye. Mais pour moi, ça ne décrit pas suffisamment bien le monde social. Ça ne dit pas pourquoi certains hommes ont violé à un moment de leur vie et puis aujourd'hui, ou se mettent à violer maintenant. Ça ne permet pas d'expliquer des profils criminels très bien, quoi. Et voilà, moi, ce truc de dire c'est des psychopathes, mais moi, ça m'explique pas... qu'on ait vu ce monsieur, en plus je te disais, il vivait à 5 km de là où j'ai grandi, quoi. Je l'ai peut-être déjà croisé, ma mère faisait ses courses à l'endroit où il a filmé des personnes. Tu parles de Dominique Pellicot, donc qui est mis en examen. Tout à fait, et c'est un homme normal. Voilà, donc je pense qu'il faut faire attention à cette catégorie des hommes normaux. Dans les féminicides que j'ai étudiés, il y a beaucoup d'hommes normaux. Même s'ils ont finalement tué leur compagne et qu'il y a du sang de partout et que le corps est démembré. Tu peux être un homme normal et commettre ce genre d'action. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser, où là on n'est pas très bon, c'est d'interroger le rapport à la violence des hommes. Comment ça se fait qu'il y a une telle différence entre arriver à commettre des violences, parce qu'elle le dit, à un moment elle dit c'est pas évident d'étrangler quelqu'un avec une ceinture, ça glisse, machin et tout. Moi, ça m'a surpris parce que je me dis, il a une grosse expérience de... Mais... C'est vrai que d'un point de vue criminologique, en fait, si tu t'intéresses aux modalités de tuer, en fait, je pense qu'il y a une accoutumance à la violence, peut-être par des formes d'apprentissage, de la bagarre, etc., qui font peut-être que c'est plus facile de commettre en fait un acte violent. Et donc c'est là où je pense qu'il faut devenir meilleur, nous, en sociologie, pour mieux saisir en fait comment ça se joue ce recours à la violence.
Parce que je pense que ce recours à la violence, qui est aussi vraiment ciblé contre les femmes, il a pu être ciblé aussi contre les hommes à un moment, tu vois, dans l'enfance, même dans l'adolescence, dans la confrontation, en fait, de la virilité. Moi, je parle beaucoup de Dominique Pellicot en ce moment à des gens que je rencontre, et les gens me disent toujours, mais c'est un malade. Ce type, c'est un malade. Comme s'il y avait un besoin effectivement de se différencier. En tout cas, je trouve que la thèse que ce soit Dominique Pellicot, elle est intéressante. J'ai lu, alors je ne me rappelle plus dans quel journal, j'ai lu qu'il s'en défendait formellement en disant « je suis peut-être un détraqué pervers, mais je ne suis pas un meurtrier ». Et là, je pense aussi qu'il y a peut-être un peu de négation de sa part, parce que peut-être que tuer n'aurait pas été ce qu'il a préféré, mais en tout, voilà, on serait dans quelque chose où finalement, son mode opératoire, c'est plutôt rendre les femmes tellement soumises qu'elles ne veulent plus échapper à ses désirs sexuels, quoi, tu vois. Moi, je pense que c'est ça, voilà. Donc cette thèse, elle est intéressante et ça m'étonnerait pas qu'il nie, parce que c'est autre chose de reconnaître qu'on est un meurtrier, je pense. Aussi dans les yeux des personnes. Être un violeur en série, d'avoir mis tout ce dispositif, c'est quelque chose, mais être un meurtrier, c'est autre chose. Je pense que dans l'opinion populaire, c'est plus grave. Le viol, même si on voit bien qu'il y a des évolutions, ça reste un crime particulier. Judiciairement, hein, il est sous... il y a des plaintes qui n'aboutissent, il y a beaucoup de plaintes qui n'aboutissent pas. C'est pas comme un meurtre, où c'est quand même plus difficile de s'en sortir. Je repense à Maître Rowe. Quand je lui ai dit, pour moi c'était une évidence que c'était un féminicide, elle m'a dit non, il s'agit d'un meurtre. Elle dit qu'elle comprend pas pourquoi on parle de féminicide. Donc, comment tu expliques qu'elle ait réagi comme ça et qu'elle refuse cette qualification de féminicide ? Là encore, je pense que ça se joue à l'endroit du droit. Elle dit à un moment, mais nous sommes égaux, paraît-il. Et moi, c'est le paraît-il que j'avais envie de relever. C'est, ah bon, on est égaux ? Mais ça, moi, je le fais en sociologue, c'est-à-dire qu'en étudiant, la sociologie étudie les inégalités. Non, on n'est pas égaux. On est égaux en droit. Et donc, je pense que ça, là, se joue une différence d'appréciation des situations sociales. Le droit a du mal à reconnaître le fait que les rapports sociaux sont à l'œuvre dans la société, et donc que tu peux être plus vulnérabilisé parce que tu es une femme pauvre, etc., etc. Et donc, pour elle, en fait, faire une différence terminologique dans le droit vient reconnaître, graver dans le marbre, la réalité de ces rapports sociaux. Le droit partant du principe que nous sommes égaux, il est impossible pour lui de faire cette différence. Parce que ça voudrait, en fait, mettre dans le marbre que nous sommes inégaux. Donc là, si tu veux, c'est un petit peu toute la République française qui s'écroule, quoi, sur ses principes, sur ses croyances et tout ça. Donc, pour moi, elle peut pas, en fait, faire partie de ceux et celles qui vont réclamer la nécessité de reconnaître le féminicide dans le droit, par exemple, parce que ça viendrait, sans doute pour elle, porter atteinte à un des principes essentiels, en fait, en droit français, l'universalisme des droits. C'est-à-dire que vraiment, on va pas faire de différence. Le problème, c'est qu'en droit, en fait, il y a des différences. Il y en a eu. Dans la thèse, je montre qu'il y a l'article 324 du Code pénal. Alors, c'est un article qui disait que le mari pouvait être excusé de tuer sa conjointe, donc son épouse, s'il l'a trouvée en flagrant délit d'adultère dans la maison conjugale. Et donc, il pouvait être excusé, ça voulait dire avoir entre 1 et 5 ans de prison. Bon, ça, c'est une différence qui est faite dans le droit. Mais elle ne va jamais être présentée comme telle, en fait. Comme une différence, voilà, qui on voit bien, finalement, on montre bien qu'on donne du pouvoir à un des deux individus en défaveur de l'autre. Parce que c'est pas le cas pour une femme, elle ne pouvait pas être excusée si elle trouvait son mari en délit flagrant d'adultère dans le domicile conjugal, quoi. Tout à fait. En fait, il n'y a pas cette disposition. Il y a certains juristes qui l'ont demandé, au moment où l'article a été consacré. Ils l'ont demandé, et en fait, c'est là où on voit qu'il y a un projet politique dans le droit et qu'il ne faut pas le nier. Le projet politique du droit, notamment napoléonien et le code pénal qu'on a gardé donc, de 1810 à 1994, c'était de dire il faut protéger la famille. Il faut empêcher que les femmes aient des enfants d'hommes extérieurs à la famille légitime. Donc, en gros, entre le couple marié, l'époux, l'épouse. Parce que si l'épouse a un enfant bâtard, entre guillemets, je mets des gros guillemets, en fait, il ne peut pas hériter du titre, il ne peut pas hériter du nom, et il amène le déshonneur, en fait, dans la famille.
Donc, en fait, on voit bien que là, il y a un projet politique. Pourquoi cet article est là ? Pour veiller à ce que les femmes n'amènent pas des enfants illégitimes dans la... Et donc, en fait, si l'époux se rend compte que potentiellement elle a amené un enfant illégitime, il vaut mieux qu'elle soit morte. Comme ça, il se remarie, il a des enfants légitimes. Donc il y a un vrai projet politique. Et c'est pas le seul exemple, en fait, dans le droit. Aujourd'hui, le droit fait une différence par rapport à la situation de grossesse. La situation de grossesse est perçue comme une situation de vulnérabilité, etc. Donc il y a des différences. Mais de là à reconnaître que les femmes sont vulnérabilisées socialement par la société patriarcale, ça, c'est pas possible. Et donc c'est pour ça qu'on va retrouver des oppositions très fermes à ce terme, alors même que donc Madame Rowe te dit, y a quand même beaucoup d'hommes qui s'en prennent à des femmes. Elle te le dit, voilà. Donc c'est quand même un constat social, ça. Oui, mais elle dit aussi, mais les femmes tuent aussi, mais différemment. Elles tuent, en gros, psychologiquement. Oui, ça c'est intéressant parce que c'est très peu... c'est assez peu documenté. Et puis en plus, là on sort complètement du droit parce qu'on n'est pas sur des catégories du droit classiques, tu vois. On n'est pas arrivé à montrer que tu as tué psychologiquement. Aujourd'hui, il y a quand même le concept de contrôle coercitif qui montre que c'est plutôt l'inverse. On a plutôt des hommes qui ont exercé un contrôle tellement absolu sur le corps des femmes, sur ce qu'elles pouvaient faire, etc. que c'est des violences psychologiques d'une grande force qui ont... fait que ces femmes se sont parfois retrouvées en institution et sont mortes là-bas sans se rappeler comment elles s'appelaient, ce qu'elles voulaient faire, etc. Donc voilà. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Tu as saisi, là, pour moi, dans cet entretien, les endroits où aujourd'hui, en France, on refuse le terme féminicide. Et même, c'est intéressant parce que du coup, elle va essayer de faire tout de suite un parallèle. En fait, son réflexe à elle, c'est de dire masculinicide. Elle a besoin de trouver un pendant pour que ça soit égalitaire, pour retomber sur cet universalisme. S'il y avait féminicide, il faut forcément qu'il y ait quelque chose d'autre. Et du coup, ça nie concrètement, en fait, la réalité du monde social. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui meurent du fait d'hommes. Et l'inverse n'est pas vrai. Est-ce que ça existe des meurtres d'hommes commis par des femmes qui, émasculent les hommes Alors, je n'en ai jamais croisé dans les archives. Ouais. La castration, donc ce que tu pourrais appeler l'émasculation, est interdite dans le code pénal aussi. Donc ça, c'est marqué c'est très sévèrement puni. Une atteinte aux organes sexuels, comme c'est un peu le cas dans le meurtre de Sophie Narme. Oui, et en fait, là aussi, pour dire projet politique du droit, c'est que en fait, les hommes ont eu peur que les femmes les castrent en vengeance. Et du coup, il y a un article qui est explicite sur le fait que c'est très puni, en fait, la castration. Bon, spoiler alerte, je n'ai pas trouvé de castration dans mes dossiers judiciaires. Ça n'existe pas, en fait. Il n'y en a pas eu. Donc là, on voit bien quand même que ce droit, parfois, il est utilisé par les hommes pour se protéger. Et donc, il y a des privilèges, et puis ils se protègent aussi. Donc, voilà. Des femmes qui ont tué des hommes, j'en ai. Je les ai étudiées dans la thèse, parce que justement, je voulais faire la comparaison. J'en ai beaucoup. On va dire en termes de répartition, j'en ai beaucoup moins que d'hommes qui tuent des femmes. Mais je vais avoir des épouses battues qui tuent leurs époux au moment où le divorce est interdit. En fait, un peu la seule manière de se débarrasser de leur époux qui les viole, qui les bat, c'est de les tuer. Donc en fait, là, on va avoir des cas assez nets où on voit des femmes qui vont procéder à l'empoisonnement du mari avec une complice ou un complice, etc. Elles vont parfois embaucher des hommes pour tuer. Voilà. Et donc c'est très prémédité. Elles sont extrêmement punies parce que ces crimes sont rares. Et donc il faut montrer l'exemple, quoi. Mmh. Et donc j'en ai, mais tout d'un coup, on va dire à la fin du 19e, alors que la criminalité s'envole, les chiffres, alors les historiens ne savent pas très bien expliquer pourquoi, mais la criminalité s'envole, on a beaucoup plus de dossiers, plus d'homicides, etc. Dans les années 1880-1890, et le nombre de femmes qui tuent baisse complètement. Et donc aujourd'hui, on a peu de recherches sur ces femmes qui tuent, mais globalement, les dernières affaires dont on a entendu parler, on est sur des scripts quand même qui sont un peu toujours similaires. C'est toujours femmes, Alexandra Lange, Jacqueline Sauvage, on est sur des femmes battues qui à un moment ont tenté de s'en sortir. Voilà, donc il n'y a pas encore beaucoup de travaux sur cette question, donc il faudra les creuser, mais c'est hyper intéressant de voir que finalement, il est difficile de reconnaître que le féminicide existe sur le plan du droit. Alors que moi je considère que le meurtre de Sophie Narme sans doute est un féminicide. Très grande chance.
Je t'ai pas demandé quelle était ta définition du féminicide. Ma définition du féminicide, je prends celle que Diana Russell a formulée dans les années 70 puis 80. Donc c'est le meurtre d'une femme parce qu'elle est une femme. Ça veut dire que cette femme, elle est vraiment ciblée parce qu'elle est une femme. On la perçoit dans l'espace social comme une femme et donc vulnérabilisée du fait qu'on soit dans des sociétés patriarcales. J'en reviens à Maître Rowe. Alors, on l'a dit, elle refuse le terme de féminicide, mais moi, ce qui m'a frappé, et ça s'entend quand on écoute l'extrait, c'est qu'elle se met en colère. Ça la met en colère, en fait, ce terme de féminicide. Comment tu l'interprètes, toi, ça ? Elle donne un petit peu des explications. Elle commence par dire, voilà, tous les hommes n'ont pas envie absolue de tuer une femme. Tous les hommes ne tuent pas. Oui, elle revient beaucoup sur ça. Pour moi, c'est vraiment, à nouveau, rejouer la différence en disant, en fait, il y a quand même des hommes qui sont des bons hommes. Et c'est rassurant. En fait, il y a quelque chose de rassurant de se dire qu'on ne vit pas dans un monde où tout le monde... tu vois, pour moi, ça nie la grande prégnance des violences. Je me suis demandé si c'était pas aussi lié à son parcours à elle, parce que, bon, en fait, dans les années 2000-2010, on est dans un moment un peu de creux des mobilisations féministes. Il y a une chercheuse en particulier qui s'appelle Sylvie Chaperon qui parle du creux des vagues, des moments où les mouvements sociaux ont été un peu arrêtés, ont été un petit peu à l'arrêt. Et donc, il n'y a pas cette production aussi forte et machin. Et c'est des moments, vraiment des moments dans la société qui sont un peu sensibles parce que tout d'un coup, t'as l'impression qu'il n'y a plus de féminisme. Je pense que les années 2000-2010 sont un creux de la vague. Je me demande si tous les dysfonctionnements judiciaires qui sont dans le dossier de Sophie Narme sont pas aussi liés à ça. C'est-à-dire qu'on a une faible politisation de la question des violences et une faible politisation des individus par rapport à cette question des violences, qui permettent pas d'embrasser finalement la cause de l'égalité des femmes-hommes, tu vois, comme une cause importante, essentielle et tout ça. Et je me suis demandé si finalement le fait que cette avocate, elle n'ait pas aussi évolué dans ces années-là, puisqu'elle a un certain âge, Madame Rowe. Je t'imagine entre 65 et 70 ans. Voilà. Si ça n'avait pas joué dans son parcours, qui fait qu'aujourd'hui elle n'est pas capable, elle considère pas qu'il faut avoir une catégorie pour nommer le féminicide. Parce qu'aujourd'hui, tu as beaucoup d'avocates quand même qui voient pas de problème à utiliser le terme. Elles vont même en cour d'assises en disant c'est un féminicide. Elles vont porter la parole de la victime comme ça. J'en connais beaucoup. Je suis allée voir des dossiers où vraiment tu sens qu'elles embrassent la catégorie vraiment en disant en fait ça dit quelque chose du monde social. Donc je me suis demandé s'il n'y a pas un effet un petit peu générationnel lié aussi au moment de creux de la vague qui fait que sa socialisation, sa politisation à elle sur la question des violences, elle s'est pas faite comme ça. Et donc elle s'énerverait parce qu'elle ne comprend pas ? Parce que je pense qu'il y a une forme, ça l'horripile, quoi. Tu vois, il y a un truc un peu... je comprends pas, on a tout transformé, on invente des catégories alors qu'on a des catégories. Il y a beaucoup de... Il y a alors, toute une tradition aussi de certaines juges qui te disent en fait, j'ai pas besoin de cette catégorie pour continuer à faire mon travail bien, quoi. Et peut-être qu'elle est un petit peu dans cette veine-là, tu vois. Elle fait son travail, elle n'en a pas besoin. Donc peut-être c'est un rapport aux politiques qui est difficile. Parce que le féminicide, c'est un terme qui est politique, en fait, qui transmet, qui vient dénoncer un fait social majeur, complètement invisibilisé, complètement à dévoiler. Et je pense qu'il y a un côté politique qui peut être un peu insupportable parce que le droit ne veut pas l'être, ne veut pas rentrer dans du politique. Donc s'il ne rentre pas dans le politique, ça veut dire que effectivement ce crime est l'œuvre d'un taré, quoi. Oui, c'est une explication en fait qui va revenir à une réaction. C'est pas un phénomène de masse, c'est le phénomène d'un individu sur un autre individu qui ne fait pas l'objet de quelque chose de structurel et de massif. Donc ça change tout, je trouve, tu vois. Et qu'est-ce que ça pourrait changer pour elle si elle reconnaissait ce terme de féminicide ? Alors imaginons qu'il y a un procès. Voilà, imaginons qu'il y a un procès. Moi, je trouve que ça serait une forte plaidoirie en fait d'arriver à dire il y a des femmes qui sont visées pour des questions sexuelles. Il y a vraiment un intérêt à montrer qu'en fait ce sont des phénomènes qui ont été peu enquêtés, moins enquêtés. Enfin, là, cette histoire franchement de perte de scellés, elle est complètement hallucinante, je trouve. On n'a pas donné l'attention nécessaire parce que peut-être ces faits c'était des faits divers.
On retombe sur la catégorie du fait divers qui dépolitise, qui individualise. Je trouve que j'ai vu des très belles plaidoiries sur des questions de féminicide, où vraiment ça déployait un peu l'argumentaire et ça sonne, ça donne, ça fait son effet, ça donne de l'importance, en fait, ça redonne l'importance à la victime qui n'est plus là pour parler, quoi. Donc, en 1991, on est dans un creux de la vague du féminisme, comme tu disais, et ça expliquerait aussi les ratés de la police et de la justice. Complètement. Donc moi, je pense qu'il y a un moment, on n'a pas suffisamment pris en compte en fait la question des violences. Ça m'a aussi fait penser, je ne sais pas si tu as regardé la série Sambre. Oui, j'ai lu le livre aussi. Voilà, moi, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu la série que j'ai trouvée vraiment pas mal faite. Et on voit bien que dans le commissariat, en fait, il se passe pas grand-chose. Enfin, ils s'en foutent. Ben ouais, il y a des ratés, et on voit ces ratés. Et moi, je me suis dit, en fait, on est dans cette situation où on a un numéro de scellé, on n'a pas... En fait, c'est pas un problème public. Ça n'a pas été valorisé socialement suffisamment pour qu'on se dise, c'est super grave. En fait, ça m'a rappelé ça, je me suis dit, est-ce qu'on n'est pas dans cette situation un peu... tu vois, où en fait, on met super longtemps à découvrir qui c'est, parce que tout simplement, le travail n'a pas été aussi fin, précis. Je pense que ça a beaucoup changé aujourd'hui. Parce qu'il y a une pression en fait politique à qu'il n'y ait pas ces erreurs en fait. Donc du coup c'est scruté, on fait attention, voilà. Je pense que c'est ça aussi les effets de ces mouvements, c'est qu'on permet d'avoir une rigueur en mettant une sorte de pression d'attente en fait sociale. Et ça c'est, tu vois, je pense que là voilà, l'intérêt aussi pour toi de t'intéresser à cette affaire-là, c'est que ça dit quelque chose d'une époque peut-être. Margot, comment tu fais pour ne pas déprimer en travaillant sur ces sujets, toi ? Eh ben, on va dire que j'ai le sentiment d'être utile. Quand j'ai commencé ce travail, je me suis dit qu'il fallait que... Sur un travail de longue haleine, il faut être quand même assez passionné par ce qu'on fait, parce que des fois, sinon on a envie d'abandonner. Et donc, il fallait que j'ai un sujet qui me porte. Et donc, cette question de recherche était très importante. Et ça faisait écho aussi à ce sentiment, tu vois, d'être tuable. C'est un mot que j'ai mis plus tard dans la thèse, en disant, voilà, les femmes se savent tuables. Et ça me permettait de répondre un peu à une question existentielle, tu vois, de dire, mais pourquoi j'ai déjà reçu des menaces de mort ? Pourquoi les femmes reçoivent des menaces de mort ? Qu'est-ce que c'est ce sentiment ? Donc ça me permettait d'aller au bout un peu de la réflexion. Donc c'est ça, je pense, une forme d'antidépresseur, c'est que je perds jamais le sens de ce que je fais. À ce jour, je me suis jamais dit, je vois pas le sens. Tu as refusé de t'être considérée comme tuable. Ça t'a donné de la gentilité de travailler sur ces questions. Ah, totalement. Oui, c'est sûr. C'est une manière de me défendre. Oui, c'est une forme de défense. De dire, en fait... non seulement je vais refuser d'être dans une forme de soumission où voilà, on me dit ce que je dois penser, ce que je dois dire, et quand je vais trop loin ou que je parle trop fort. Mais en plus, du coup, je me suis dotée des outils théoriques pour réussir à me défendre contre des personnes. Donc c'est une double agentivité, quoi, une agentivité de processus et aussi par les études qui m'ont permis un peu de m'émanciper de cette assignation. Bon, c'est pas une assignation à résidence, mais c'est une assignation à la tuabilité, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? Je vais reprendre mon train pour Lyon. Bon, à bientôt alors, j'espère. Oui, à bientôt. Si tu veux, j'ai un peu de temps. Si tu veux qu'on aille boire un café à côté, là. Allez, ouais, volontiers. L'homme qui a donné une fausse identité souhaite visiter l'appartement. Connaissait-il sa victime avant de prendre contact avec l'agence ? Ce guet-apens, par le biais d'une annonce immobilière, est quasiment sans précédent dans les annales de la criminalité. 3, 2, 1. J'ai pris un café avec Margot après notre rendez-vous et je suis retourné à mon bureau et je voudrais que cette enquête avance. Alors je connais le prénom de la sœur de Sophie Narm, Caroline. Je crois l'avoir localisée sur un site de type copain d'avant et je voudrais lui envoyer un message. C'est mon seul moyen pour l'instant d'entrer en contact avec elle. Je n'ai bien sûr aucune nouvelle de Maître Raux. Et je sens que Sophie Narm s'éloigne de ce podcast. Bonjour, madame. Je m'appelle Julien Sarnobory, je suis journaliste et je réalise un podcast consacré aux portraits de victimes d'affaires criminelles, avec l'idée de leur redonner une place et une voix
au-delà des seuls faits judiciaires. Dans le cadre de la nouvelle saison, je travaille actuellement sur le portrait de votre sœur, Sophie Narme. Il s'agit pour moi d'un travail au long cours. Je compte consacrer plusieurs années à cette affaire, ainsi qu'à d'autres dossiers qui pourraient éventuellement lui être liés, avec une approche très attentive au parcours humain et aux histoires personnelles. Mon intention n'est pas de revenir sur les circonstances du drame, mais de raconter qui était Sophie, la personne qu'elle était avant, son parcours, sa personnalité, ce qui comptait pour elle. Je cherche aujourd'hui à rencontrer des personnes qui l'ont connue et aimée, afin de pouvoir parler d'elle autrement que comme d'une victime dans un dossier. Je mesure à quel point ce sujet peut être douloureux, et je tiens à vous dire d'emblée que vous êtes évidemment totalement libre de ne pas répondre ou de refuser cette démarche. Il ne s'agit en aucun cas d'une interview classique, mais d'un témoignage destiné à faire exister Sophie autrement. Je me permets de vous laisser mes coordonnées ci-dessous. Quoi que vous décidiez, je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de me lire. Avec tout mon respect. Julien Cernobori. Bon, j'espère que Caroline répondra à ce message. Mais à présent, Cerno, je dois agir et j'ai pris la décision de partir enquêter sur le terrain ces prochaines semaines. Je vous en dirai plus dans le prochain épisode. Une anti-enquête. À suivre.